Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Je m'appelle Dicon Ossorn, et je conduis des camions depuis 23 ans. C'est assez longtemps pour sentir une tempête arriver avant que la radio ne vous le dise. Assez longtemps pour sentir le poids se déplacer dans votre remorque avant de le voir dans le rétroviseur. Et assez longtemps pour comprendre que certaines nuits sur la route, il vaut mieux ne pas poser de questions sur ce que vous voyez. Le Montana en décembre ne plaisante pas. Le froid descend du Canada comme s'il possédait les lieux, s'installe dans les vallées et attend. Il attend que vous fassiez une erreur, que votre moteur hésite, qu'un excès de confiance vous pousse à continuer alors que vous auriez dû vous arrêter 80 km plus tôt. Ce soir-là, je transportais des fournitures de construction de Great Falls jusqu'à un chantier près de la frontière de l'Idaho. Rien de compliqué, des poutres en acier, des sacs de béton, du bois de charpente bien arrimé sur 3 palettes. Le chargement n'était pas lourd pour mes normes, environ 8000 kg, bien en dessous de la limite. Le problème, c'était l'itinéraire. Je prenais la Highway 200 West, une route à 2 voies qui traverse certaines des régions les plus désertes que vous puissiez imaginer. En été, c'est magnifique, avec ses collines ondulantes et ses forêts de pins. Mais en hiver, cela se transforme en quelque chose d'autre. Les arbres, alourdis par la neige, se penchent sur la route comme s'ils essayaient de la fermer. Le vent souffle en rafales latérales sur les zones dégagées et frappe la remorque si fort que vous le sentez dans votre colonne vertébrale. Le bulletin météo ce matin-là était clair, risque de neige, température descendant à un seul chiffre pendant la nuit, et un vent glacial en dessous de 0. Un hiver standard dans le Montana. J'avais déjà conduit dans des conditions bien pires. Mais lorsque j'ai fait le plein à Great Falls et que j'ai commencé à rouler vers l'ouest, le ciel avait changé. Il n'était plus simplement gris. Il était bas et dense, comme s'il pesait sur moi. Le soleil était encore levé, mais il semblait briller à travers de la glace sale. Je pouvais sentir la neige arriver. C'est difficile à expliquer si vous n'avez jamais vécu dans un pays froid, mais il y a une odeur particulière. Quelque chose de tranchant et métallique dans l'air, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai quitté Great Falls vers 14 heures. Cela me laissait peut-être 4 heures de lumière descendre si j'avais de la chance. Le plan était d'atteindre une aire de repos près de Missoula avant que le pire de la tempête ne frappe. C'était une ligne droite, environ 320 km, et si la route restait dégagée, je pouvais y être vers 19h, 20h au plus tard. Prendre un repas, faire le plein, peut-être attraper quelques heures de sommeil dans la cabine avant de continuer. Un plan simple, mais les plans ne valent pas grand-chose quand le temps se déchaîne. Les premiers flocons ont commencé à tomber à environ 30 km de Great Falls. Ils étaient légers, presque délicats, du genre qui font dès qu'ils touchent le pare-brise. J'ai allumé les essuie-glaces et j'ai maintenu ma vitesse. Le camion roulait bien, le moteur chaud, les pneus adhérant correctement. J'avais des chaînes dans la boîte à outils au cas où, mais je n'étais pas encore inquiet. La route était encore visible, les lignes encore claires. La circulation était légère, juste quelques voitures particulières allant dans la même direction et un autre semi-remorque à environ 1,5 km devant moi. Je pouvais voir ses feux arrière clignoter en rouge chaque fois qu'il rencontrait une plaque de glace. Lorsque j'ai traversé Lincoln, la neige tombait plus fort. Pas encore une tempête, mais de manière régulière. Les flocons étaient plus gros maintenant, humides et lourds, et ils commençaient à coller à la route. Le thermomètre du tableau de bord indiquait 12 degrés. J'ai allumé la radio CB et j'ai écouté pendant 1 minute. Principalement des parasites, avec quelques voix qui perçaient, quelqu'un parlait des conditions routières plus à l'ouest. Un autre conducteur demandait des informations sur les chaînes obligatoires pour traverser le col. Je n'ai pas jugé utile d'intervenir. J'ai simplement continué à conduire. La lumière a commencé à faiblir vers 16 heures. C'est comme ça en décembre dans le Montana. Le jour se termine brusquement. 1 minute, vous voyez, et la suivante, vous conduisez à travers un tunnel gris avec vos phares qui se réfléchissent sur un mur de neige. J'ai allumé mes feux de position et j'ai ralenti à 70 km/h. Le camion devant moi s'était déjà garé, probablement pour attendre que ça se calme. J'ai pensé faire de même. Mais le problème, c'est que s'arrêter pendant une tempête, c'est ne jamais savoir quand elle va se calmer.
Vous pouvez attendre 1 heure, ou jusqu'à l'aube. Je préférais continuer, garder le moteur chaud, continuer à avancer. La route a commencé à monter. C'était une pente douce au début, rien de raide, mais je pouvais sentir la remorque pousser contre moi. Les pneus glissaient un peu dans les virages, pas assez pour perdre le contrôle, mais assez pour le remarquer. J'ai rétrogradé et j'ai gardé les mains relâchées sur le volant. Serrer trop fort, c'est une erreur. Vous devez sentir la route à travers la direction. Laissez le camion vous dire ce qu'il veut faire. Forcez-le, et vous finirez dans le fossé. J'ai passé un panneau routier indiquant que Lincoln était à 24 km derrière moi, et Hondo à 32 km devant. Cela signifiait que j'étais au milieu de nulle part. La rivière Blackfoot était quelque part à ma droite, ensevelie sous la neige et l'obscurité. À ma gauche, il n'y avait rien d'autre que la forêt. Pas de maison, pas de lumière, pas de bifurcation, juste la route, les arbres et le vent. La neige soufflait maintenant horizontalement, arrivant sur le pare-brise par vagues. Les essuie-glaces travaillaient à plein régime, grattant d'avant en arrière, mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû me pencher en avant pour voir les lignes. C'est alors que j'ai remarqué les phares derrière moi. Ils sont apparus soudainement, peut-être à 400 mètres, 2 faisceaux jaunes coupant à travers la neige. Au début, j'ai pensé que c'était un autre camion, quelqu'un d'autre qui décidait de continuer. Mais les lumières ne se sont pas rapprochées. Elles sont simplement restées là, à la limite de mon rétroviseur, gardant la même distance. Je les ai observées pendant quelques kilomètres, attendant qu'elles me dépassent ou reculent. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles m'ont simplement suivi. J'ai réessayé la radio CB. Y a-t-il des camions sur la Highway 200 en direction de l'ouest? Rien que des parasites. J'ai réessayé. Ici un camion en direction de l'ouest, juste après Lincoln. Quelqu'un est là. Toujours rien. La radio a grésillé et sifflé, mais aucune voix n'est venue. J'ai éteint la radio et je me suis concentré sur la route. La montée est devenue plus raide. J'entendais le moteur forcer, ce grognement sourd qu'il fait lorsqu'il tire un poids en montée. La remorque oscillait légèrement lorsque le vent la frappait de côté. J'ai légèrement touché les freins pour réduire la vitesse et j'ai senti les pneus mordre, puis glisser, puis mordre à nouveau. De la glace sous la neige. J'étais maintenant sur une crête, exposée des deux côtés, et le vent était plus fort ici. Il hurlait en passant devant la cabine, faisant trembler les rétroviseurs, secouant tout le camion. La neige ne tombait plus. Elle volait, me frappait comme des parasites sur un écran de télévision mort. Les phares étaient toujours derrière moi. Je me suis dit que ce n'était rien. Juste un autre conducteur. Peut-être quelqu'un du service des routes vérifiant l'état des routes, mais quelque chose ne me semblait pas juste. La distance ne changeait jamais. Ni quand j'accélérais, ni quand je ralentissais. C'était comme si celui qui conduisait derrière moi mesurait sa vitesse exactement à la mienne, me suivant kilomètre après kilomètre. J'ai contourné un long virage et j'ai vu quelque chose devant moi. Au début, j'ai cru que c'était un véhicule arrêté sur le bas-côté, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un panneau routier, un de ces grands panneaux électroniques que l'État utilise pour afficher des avertissements. Les lumières clignotaient en orange et le message défilait en lettres carrées, avertissement de tempête hivernale. Conditions routières se dégradant. Réduisez votre vitesse. Chaîne recommandée. J'ai encore ralenti, descendant de 5 km/h pour plus de sécurité. Le camion a grogné et le son du moteur a changé, mais nous avons continué à avancer. Après le panneau, la route a commencé à s'aplatir et j'ai pu voir une longue ligne droite devant moi. Pas de lumière, pas de voiture, rien que du blanc et du noir, et le mince ruban gris de l'asphalte coupant à travers tout cela. Les phares derrière moi ont disparu. J'ai vérifié les rétroviseurs, des deux côtés, j'ai même tordu le cou pour regarder par la fenêtre de la couchette. Rien, juste l'obscurité et la neige. Celui qui était derrière moi avait dû tourner, peut-être s'arrêter pour attendre que la tempête passe. J'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Mieux valait être seul ici que d'avoir quelqu'un qui me colle au basque dans de telles conditions. J'ai roulé encore 16 km sans voir personne. La neige continuait à tomber, s'accumulant sur les bas-côtés, formant des congères traversant la route en minces rubans blancs. Le vent était implacable, poussant contre le côté de la remorque, faisant trembler tout le camion. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers les joints des portes, les bouches d'aération, même à travers le plancher. J'ai augmenté le chauffage et j'ai gardé les deux mains sur le volant.
C'est alors que j'ai revu les lumières. Elles étaient plus proches cette fois, peut-être à 100 mètres. Même lueur jaune, même distance régulière, mais maintenant je pouvais distinguer une forme derrière elles. Ce n'était pas un semi-remorque. Les lumières étaient trop basses, trop étroites. Cela ressemblait à un pick-up. Peut-être un véhicule utilitaire, du genre que le service des routes utilise pour déneiger et saler. Cela avait du sens. Il serait dehors pour vérifier les routes par un temps comme celui-ci, s'assurant que personne n'était bloqué. Je me suis un peu détendu. Si c'était un camion d'État, c'était une bonne nouvelle. Cela signifiait que quelqu'un savait que j'étais là. Quelqu'un surveillait la situation. J'ai tendu la main vers la radio CB à nouveau. J'ai changé de canal pour celui de l'entretien des routes. Véhicule d'État sur la Highway 200. Vous voyez cette tempête? Des parasites. J'ai réessayé. Entretien des routes. Ici un camion commercial en direction de l'ouest à environ 50 km à l'est de Ando. Vous avez quelqu'un derrière moi? Rien. Je suis revenu sur le canal principal et j'ai réessayé une dernière fois. Quelqu'un sur la 2 Sense? J'ai un véhicule qui me suit. Je n'arrive pas à les joindre à la radio. Quelqu'un sait ce qui se passe? La seule réponse était le sifflement et le grésillement de l'air vide. Les lumières sont restées avec moi. Kilomètre après kilomètre, virage après virage, elles ont gardé la même distance. Jamais plus proche, jamais plus éloigné. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise à nouveau. Cette sensation de picotement dans la nuque qui vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai conduit dans des tempêtes avant, j'ai suivi d'autres camions, j'ai été suivi par eux. C'est normal, mais cela ne semblait pas normal. Il y avait quelque chose de délibéré, quelque chose de trop précis. J'ai contourné une longue courbe et j'ai vu quelque chose devant moi. Au début, j'ai cru que c'était un véhicule arrêté sur le bas-côté, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un panneau routier, un de ces grands panneaux électroniques que l'État utilise pour afficher des avertissements. Les lumières clignotaient en orange et le message défilait en lettres carrées, avertissement de tempête hivernale. Conditions routières se dégradant. Réduisez votre vitesse. Chaîne recommandée. J'ai encore ralenti, descendant de 5 km/h pour plus de sécurité. Le camion a grogné et le son du moteur a changé, mais nous avons continué à avancer. Après le panneau, la route a commencé à s'aplatir et j'ai pu voir une longue ligne droite devant moi. Pas de lumière, pas de voiture, rien que du blanc et du noir, et le mince ruban gris de l'asphalte coupant à travers tout cela. Les phares derrière moi ont disparu. J'ai vérifié les rétroviseurs, des deux côtés, j'ai même tordu le cou pour regarder par la fenêtre de la couchette. Rien, juste l'obscurité et la neige. Celui qui était derrière moi avait dû tourner, peut-être s'arrêter pour attendre que la tempête passe. J'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Mieux valait être seul ici que d'avoir quelqu'un qui me colle au basque dans de telles conditions. J'ai roulé encore 16 km sans voir personne. La neige continuait à tomber, s'accumulant sur les bas-côtés, formant des congères traversant la route en minces rubans blancs. Le vent était implacable, poussant contre le côté de la remorque, faisant trembler tout le camion. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers les joints des portes, les bouches d'aération, même à travers le plancher. J'ai augmenté le chauffage et j'ai gardé les deux mains sur le volant. C'est alors que j'ai revu les lumières. Elles étaient plus proches cette fois, peut-être à 100 mètres. Même lueur jaune, même distance régulière, mais maintenant je pouvais distinguer une forme derrière elles. Ce n'était pas un semi-remorque. Les lumières étaient trop basses, trop étroites. Cela ressemblait à un pick-up. Peut-être un véhicule utilitaire, du genre que le service des routes utilise pour déneiger et saler. Cela avait du sens. Il serait dehors pour vérifier les routes par un temps comme celui-ci, s'assurant que personne n'était bloqué. Je me suis un peu détendu. Si c'était un camion d'État, c'était une bonne nouvelle. Cela signifiait que quelqu'un savait que j'étais là. Quelqu'un surveillait la situation. J'ai tendu la main vers la radio CB à nouveau. J'ai changé de canal pour celui de l'entretien des routes. Véhicule d'État sur la Highway 200. Vous voyez cette tempête? Des parasites. J'ai réessayé. Entretien des routes. Ici un camion commercial en direction de l'ouest à environ 50 km à l'est de Ando. Vous avez quelqu'un derrière moi? Rien. Je suis revenu sur le canal principal et j'ai réessayé une dernière fois.
Quelqu'un sur la Deux-Sens? J'ai un véhicule qui me suit. Je n'arrive pas à les joindre à la radio. Quelqu'un sait ce qui se passe? La seule réponse était le sifflement et le grésillement de l'air vide. Les lumières sont restées avec moi. Kilomètre après kilomètre, elles ont gardé la même distance. Jamais plus proche, jamais plus éloigné. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise à nouveau. Cette sensation de picotement dans la nuque qui vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai conduit dans des tempêtes avant, j'ai suivi d'autres camions, j'ai été suivi par eux. C'est normal, mais cela ne semblait pas normal. Il y avait quelque chose de délibéré, quelque chose de trop précis. J'ai contourné une longue courbe et j'ai vu quelque chose devant moi. Au début, j'ai cru que c'était un véhicule arrêté sur le bas-côté, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un panneau routier, un de ces grands panneaux électroniques que l'État utilise pour afficher des avertissements. Les lumières clignotaient en orange et le message défilait en lettres carrées, avertissement de tempête hivernale. Conditions routières se dégradant. Réduisez votre vitesse. Chaîne recommandée. J'ai encore ralenti, descendant de 5 km/h pour plus de sécurité. Le camion a grogné et le son du moteur a changé, mais nous avons continué à avancer. Après le panneau, la route a commencé à s'aplatir et j'ai pu voir une longue ligne droite devant moi. Pas de lumière, pas de voiture, rien que du blanc et du noir, et le mince ruban gris de l'asphalte coupant à travers tout cela. Les phares derrière moi ont disparu. J'ai vérifié les rétroviseurs, des deux côtés, j'ai même tordu le cou pour regarder par la fenêtre de la couchette. Rien, juste l'obscurité et la neige. Celui qui était derrière moi avait dû tourner, peut-être s'arrêter pour attendre que la tempête passe. J'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Mieux valait être seul ici que d'avoir quelqu'un qui me colle au basque dans de telles conditions. J'ai roulé encore 16 km sans voir personne. La neige continuait à tomber, s'accumulant sur les bas-côtés, formant des congères traversant la route en minces rubans blancs. Le vent était implacable, poussant contre le côté de la remorque, faisant trembler tout le camion. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers les joints des portes, les bouches d'aération, même à travers le plancher. J'ai augmenté le chauffage et j'ai gardé les deux mains sur le volant. C'est alors que j'ai revu les lumières. Elles étaient plus proches cette fois, peut-être à 100 mètres. Même lueur jaune, même distance régulière, mais maintenant je pouvais distinguer une forme derrière elles. Ce n'était pas un semi-remorque. Les lumières étaient trop basses, trop étroites. Cela ressemblait à un pick-up. Peut-être un véhicule utilitaire, du genre que le service des routes utilise pour déneiger et saler. Cela avait du sens. Il serait dehors pour vérifier les routes par un temps comme celui-ci, s'assurant que personne n'était bloqué. Je me suis un peu détendu. Si c'était un camion d'État, c'était une bonne nouvelle. Cela signifiait que quelqu'un savait que j'étais là. Quelqu'un surveillait la situation. J'ai tendu la main vers la radio CB à nouveau. J'ai changé de canal pour celui de l'entretien des routes. Véhicule d'État sur la Highway 200. Vous voyez cette tempête? Des parasites. J'ai réessayé. Entretien des routes. Ici un camion commercial en direction de l'ouest à environ 50 km à l'est de Hando. Vous avez quelqu'un derrière moi? Rien. Je suis revenu sur le canal principal et j'ai réessayé une dernière fois. Quelqu'un sur la Deux-Sens? J'ai un véhicule qui me suit. Je n'arrive pas à les joindre à la radio. Quelqu'un sait ce qui se passe? La seule réponse était le sifflement et le grésillement de l'air vide. J'ai finalement atteint Hando. Les lumières de la ville sont devenues plus brillantes, et j'ai pu distinguer des bâtiments individuels, une station-service à gauche, un petit restaurant à droite. Il y avait quelques voitures garées devant le restaurant, leur toit couvert de neige. J'ai ralenti, clignotant, même s'il n'y avait personne pour le voir, et j'ai commencé à me garer sur le bas-côté. Dans le rétroviseur, les phares derrière moi ont commencé à s'estomper, non pas comme si quelqu'un les éteignait, mais comme s'ils reculaient, se retirant dans la tempête. Je les ai regardés rétrécir, se dissoudre dans la neige tourbillonnante jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'obscurité. Je suis resté assis sur le bas-côté pendant un long moment, moteur au ralenti, chauffage à fond, mon cœur battant dans ma poitrine. Puis j'ai repris la route et j'ai continué à conduire. Je ne me suis pas arrêté à Hando. Je ne me suis arrêté que 50 km plus loin,
à une aire de repos bien éclairée avec une douzaine d'autres camions garés devant et des gens se déplaçant sous les lumières fluorescentes. Même là, j'ai vérifié les rétroviseurs avant d'ouvrir la porte. Et je les ai vérifiés toute la nuit. L'aire de repos à l'extérieur de Silly Lake était l'un de ces endroits qui semblaient être une petite île de lumière dans un océan d'obscurité. 12 camions alignés en rangée nette, leurs feux de position brillant en ambre et rouge. Les moteurs diesel grondaient dans ce rythme bas et régulier qui ressemble presque à une respiration. Je me suis garé à l'extrémité, en marche arrière pour avoir une vue dégagée de l'entrée. Une vieille habitude, vous voulez toujours voir qui arrive. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant une minute, laissant mes mains se détendre du volant. Mes doigts me faisaient mal. Mes épaules me faisaient mal. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer depuis une heure. À travers le pare-brise, je pouvais voir le bâtiment principal. Une structure basse en béton avec de grandes fenêtres éclairées. À l'intérieur, quelques chauffeurs se déplaçaient, prenant un café, achetant des snacks, faisant la queue pour les douches. Des choses normales, des chaussures. J'ai attrapé ma veste derrière le siège et je suis descendu de la cabine. Le froid m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas simplement froid, c'était tranchant, le genre de froid qui traverse vos vêtements et s'installe dans vos os. Ma respiration sortait en épais nuages blancs. La neige avait cessé de tomber, mais le vent soufflait toujours, poussant des congères à travers le parking, faisant danser de petites spirales de blanc sous les lumières. J'ai fait un rapide tour du camion, vérifiant les sangles de la charge, regardant les pneus. Tout semblait bien. Pas de dégâts, pas de problème. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Ce véhicule derrière moi sur l'autoroute, la façon dont il m'avait suivi pendant des kilomètres avant de disparaître. Cela ne me semblait pas normal. J'avais déjà été suivi auparavant, de nombreuses fois. D'autres camions qui me suivaient pour économiser du carburant. Des voitures particulières coincées derrière moi sur une route à 2 voies. Mais c'était différent. Cela semblait intentionnel. À l'intérieur de l'aire de repos, la chaleur était presque accablante après le froid. L'air sentait le café, la nourriture frite et le carburant diesel apporté par les bottes. J'ai salué quelques chauffeurs que je reconnaissais, j'ai pris une tasse de café à la station libre-service et j'ai trouvé un endroit près de la fenêtre d'où je pouvais voir le parking. Le café était terrible, amer et brûlé, mais il était chaud et c'était tout ce qui comptait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié la météo. La prévision ne s'était pas améliorée. Avertissement de tempête hivernale en vigueur jusqu'à 6 heures du matin. De fortes chutes de neige sont attendues. Des rafales de vent jusqu'à 65 km/h. Une sensation thermique bien en dessous de zéro. Les déplacements ne sont pas recommandés. J'ai fait défiler la carte en regardant les conditions routières. La Highway 200 était répertoriée comme dangereuse. Les chaînes étaient obligatoires. Plusieurs routes secondaires étaient déjà fermées. J'avais de la chance d'être arrivé aussi loin. Un chauffeur à la table voisine parlait à quelqu'un au téléphone. Sa voix était assez forte pour porter. Oui, je suis coincé ici pour la nuit. Pas question que je conduise dans ces conditions. Ils ont fermé le col il y a environ 1 heure. Un idiot a essayé de forcer le passage et a fini dans le fossé. Il a ri, mais c'était un son fatigué. Les patrouilles d'État sont là-bas, elles sortent les gens les uns après les autres. J'ai siroté mon café et j'ai fixé la fenêtre. Le parking était immobile, juste le vent qui se déplaçait à travers, poussant la neige en motif qui changeait et se déplaçait. J'ai pensé à appeler ça une nuit, à monter dans la couchette et à essayer de me reposer. Mais je n'étais pas fatigué. Pas de la manière qui mène au sommeil. De toute façon, j'étais tendu, anxieux, mon esprit retournant les événements des dernières heures. Après environ 20 minutes, j'ai jeté la tasse vide à la poubelle et je suis retourné vers le camion. Le froid était pire maintenant, si c'était possible. Je pouvais sentir l'humidité dans mon nez gelé. Je pouvais sentir le vent couper à travers ma veste. Je suis remonté dans la cabine et j'ai démarré le moteur, le laissant chauffer pendant que je vérifiais la charge une dernière fois dans les rétroviseurs. Le plan était simple, dormir un peu, attendre que la tempête passe, puis repartir à la première lumière. Mais alors que j'étais assis là, moteur au ralenti, chauffage à fond, je ne pouvais pas me débarrasser de l'envie de continuer à avancer. Il y avait quelque chose qui ne semblait pas juste dans le fait de s'arrêter. Comme si je restais trop longtemps, quelque chose me rattraperait. J'ai quitté l'aire de repos vers 21 heures.
Je savais que c'était un risque, que je devrais attendre, mais j'ai appris à faire confiance à mon instinct au fil des ans. Et mon instinct me disait de bouger. L'autoroute était pire qu'avant. La neige avait recommencé à tomber, plus légère cette fois, mais régulière. La route était recouverte d'une épaisse couche de neige fondue et de glace, et je pouvais sentir les pneus glisser chaque fois que je touchais les freins. J'ai gardé ma vitesse à 55 km/h et je suis resté dans la voie de droite, essayant de suivre les traces de pneus laissées par les chasse-neige. Les traces étaient déjà en train de se remplir de neige fraîche. La circulation était presque inexistante. J'ai croisé une voiture allant dans l'autre sens, ses phares à peine visibles à travers la tempête. Quelques minutes plus tard, j'ai vu des feux arrière devant moi, un autre semi-remorque avançant à peu près à la même vitesse que moi. J'ai gardé mes distances, ne voulant pas le serrer, et je me suis concentré sur le fait de garder le camion sur la route. La tempête semblait venir par vagues. Une minute, la visibilité s'améliorait et je pouvais voir à 100 mètres devant moi. La minute suivante, la neige tombait si fort que je pouvais à peine voir le capot. Le vent était constant, secouant la remorque, faisant osciller tout le camion. Je pouvais entendre le métal grincer, sentir la suspension travailler à plein régime. J'avais roulé depuis environ 40 minutes lorsque j'ai vu le panneau routier. Clearwater Junction, 13 km. Je me souvenais de ce carrefour. C'était un croisement majeur avec une station-service et un petit motel. Si le temps se dégradait, ce serait mon plan de secours, un endroit pour me garer et attendre que ça passe. Mais alors que je m'approchais du carrefour, j'ai commencé à voir des cônes oranges sur le bas-côté. Ils apparaissaient un par un dans mes phares, espacés d'environ 15 mètres, leurs bandes réfléchissantes brillant fortement. Puis j'ai vu les lumières clignotantes, ambrées et blanches, monter sur le toit d'un véhicule garé en travers de la voie de droite. J'ai ralenti, rétrogradé, et j'ai arrêté le camion à environ 20 mètres. À travers la neige qui tombait, j'ai pu distinguer la forme d'un pick-up. Il était blanc avec une barre lumineuse jaune sur le toit et une lame de chasse-neige montée à l'avant. Un véhicule du département des routes de l'État. La portière du conducteur était ouverte et quelqu'un se tenait à côté, agitant une lampe torche. J'ai baissé ma vitre, laissant entrer une bourrasque d'air glacé. La personne avec la lampe torche s'est dirigée vers moi, ses bottes craquant dans la neige. En s'approchant, j'ai pu voir qu'il portait un gilet orange par-dessus un manteau épais et un casque jaune. Son visage était rouge à cause du froid, sa respiration sortait en épais nuages. « Les routes sont fermées plus loin », a-t-il crié par-dessus le vent. Un gros carambolage au carrefour. Vous devez faire demi-tour ou attendre ici. Je me suis penché par la fenêtre. Combien de temps la route va-t-elle rester fermée? Peut-être toute la nuit. Ils ont 3 voitures et un semi-remorque emmêlé. Personne n'est gravement blessé, mais c'est le bazar. Les dépanneuses sont en route, mais avec ce temps. Il a haussé les épaules. D'accord, je vais retourner à Silly Lake. C'est votre meilleure option. Ils ont une aire de repos là-bas. Vous pouvez vous garer jusqu'au matin. Il a marqué une pause, puis a ajouté. Faites attention. La visibilité se dégrade rapidement. Merci, ai-je dit, et j'ai commencé à remonter la vitre. Attendez. A-t-il appelé? Avez-vous vu d'autres véhicules sur votre chemin? J'ai hésité. Comment ça? Un camion d'État, un pick-up blanc, similaire à celui-ci. Mon superviseur a dit qu'il se dirigeait par ici il y a environ 1 heure, mais je ne l'ai pas vu. J'ai pensé aux phares qui m'avaient suivi plus tôt. La façon dont ils étaient restés juste assez loin. La façon dont ils avaient disparu quand je me suis garé. Peut-être, ai-je dit. J'avais quelqu'un qui me suivait pendant un moment sur la 200, mais je ne pouvais pas dire quel genre de véhicule c'était. Je l'ai perdu de vue avant en dos. L'homme a froncé les sourcils. C'est raide. Il fait ça parfois. Il suit les camions pour s'assurer qu'ils gèrent bien les routes, mais il vérifie généralement à la radio. Il a sorti une radio de sa ceinture et a appuyé sur le bouton. Rhett, tu es là. Réponds. Des parasites. Il a réessayé. Rhett Barlow, ici Jensen à Clearwater Junction. Tu me reçois? Rien que le sifflement de l'air vide. L'homme, Jensen, a secoué la tête et a accroché la radio à sa ceinture. La radio a été capricieuse toute la nuit. Il va probablement bien. Juste un problème de signal. Mais il ne semblait pas convaincu. Vous voulez que je garde un œil en revenant?
Oui, si ça ne vous dérange pas. Si vous voyez un pick-up blanc d'État avec une lame, faites-lui un appel de phare ou quelque chose. Faites-lui savoir que je le cherche. D'accord. Jensen a reculé et m'a fait signe de passer. J'ai engagé le camion dans un large virage, utilisant toute la largeur de la route pour faire tourner la remorque. Cela a pris quelques tentatives en reculant et en ajustant, mais finalement, j'ai réussi à me diriger dans la direction d'où je venais. En m'éloignant, j'ai vérifié le rétroviseur et j'ai vu Jensen debout là dans la neige, fixant la route vide, le faisceau de sa lampe torche coupant à travers l'obscurité. Le trajet du retour a semblé plus long que le trajet aller. Peut-être parce que j'étais fatigué. Ou peut-être parce que je savais que je faisais marche arrière, que je perdais des kilomètres que j'avais déjà parcourus. La tempête semblait sentir ma frustration et s'est aggravée. La neige tombait plus fort. Le vent s'est levé et la température a encore baissé de quelques degrés. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers les joints des portes, à travers le plancher, même à travers le tableau de bord. J'étais à peu près à mi-chemin du retour vers Silly Lake lorsque j'ai revu les phares. Ils sont apparus soudainement dans mon rétroviseur, peut-être à 400 mètres. 2 faisceaux jaunes montaient haut, coupant à travers la neige. Ma première pensée a été que c'était Jensen qui venait me dire que la route avait été rouverte, mais Jensen était garé en travers de la voie, et ses lumières venaient de la direction du carrefour, de la section fermée de l'autoroute. Je les ai observées pendant 1 minute, attendant qu'elles se rapprochent ou reculent. Elles n'ont fait ni l'un ni l'autre. Elles sont simplement restées là, à la même distance, au même rythme régulier, me suivant. J'ai tendu la main vers la radio CB. Véhicule d'État derrière moi sur la Highway 200. C'est toi, Jensen? Des parasites. Ici le camion en direction de l'ouest. Vous venez de faire demi-tour à Clearwater. J'ai quelqu'un derrière moi. C'est vous? Rien. J'ai essayé le canal d'urgence. Entretien des routes. J'ai un véhicule qui me suit sur la 200. Je n'arrive pas à les joindre à la radio. Quelqu'un me reçoit? La seule réponse était le grésillement des interférences. Je me suis dit que c'était Red, le superviseur de Jensen, celui qui vérifiait l'état des routes. Peut-être qu'il était plus à l'ouest, qu'il n'avait pas entendu Jensen l'appeler à la radio. Peut-être qu'il revenait maintenant, me suivant juste pour s'assurer que je retourne en sécurité à l'aire de repos. Cela avait du sens. C'était logique. Mais les lumières ne se sont pas rapprochées. Elles sont simplement restées là, suspendues dans la tempête, gardant cette même distance fixe, et quelque chose en elles me semblait familier. Pas seulement familier, identique. Le même espacement, la même lueur jaune terne, la même présence inébranlable. J'ai appuyé sur l'accélérateur, poussant le camion à 70 km/h. Les pneus ont glissé et la remorque a oscillé, mais nous sommes restés sur la route. Dans le rétroviseur, les lumières ont accéléré aussi, comblant l'écart juste assez pour correspondre à ma vitesse, puis se sont replacées. Mes mains se sont serrées sur le volant. C'était le même véhicule, celui qui m'avait suivi auparavant. J'en étais sûr maintenant, mais cela n'avait pas de sens. J'avais perdu ces lumières des kilomètres en arrière avant même d'atteindre Ando, et Jensen avait dit que Red était porté disparu, qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Alors, qui diable était derrière moi? Les arbres se sont refermés des deux côtés, de grands pins lourds de neige, leurs branches s'étendant au-dessus de la route comme s'ils essayaient d'attraper le camion. Le vent hurlait à travers eux, produisant un son comme des voix, comme des chuchotements juste en dessous du seuil de l'audition. Je pouvais sentir mon cœur battre, sentir l'adrénaline aiguiser mes sens. Chaque ombre ressemblait à un mouvement. Chaque congère ressemblait à quelque chose accroupi. J'ai contourné une longue courbe et j'ai vu quelque chose devant moi. Au début, j'ai cru que c'était un cerf, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était un véhicule. Il était garé sur le bas-côté, le nez pointé vers le fossé, l'arrière dépassant dans la voie. Un pick-up blanc avec une lame de chasse-neige à l'avant. J'ai ralenti, mon pied survolant le frein. Le camion était sombre, sans lumière, sans signe de présence à l'intérieur. En le dépassant, j'ai bien regardé. C'était un camion du service des routes de l'État, comme celui que Jensen conduisait. La portière était fermée, les vitres étaient couvertes de neige, et il n'y avait aucune trace menant loin de lui. Comme s'il était resté là pendant des heures. Dans le rétroviseur, les phares derrière moi avaient disparu. J'ai vérifié des deux côtés, j'ai tordu le cou pour regarder par la fenêtre de la couchette. Rien,
juste la route vide et la neige qui tombait. Le camion d'État était là sur le bas-côté, sombre et silencieux. Puis il était derrière moi, avalé par la tempête. J'ai conduit pendant encore 10 minutes, mon esprit tournant à toute vitesse. Ce camion sur le bas-côté, était-ce Rhett? Cela devait être lui. Mais si c'était lui, alors qui m'avait suivi? Et où était-il allé? J'ai réessayé la radio CB. Jensen à Clearwater Junction. Vous me recevez? J'ai trouvé un camion d'État sur le bas-côté à environ 10 km à l'est de votre position. Il semble être là depuis un moment. Des parasites, puis une voix, faible et coupée. Reçu. Répété. J'ai trouvé le camion, ai-je répété plus fort cette fois. Un pick-up blanc avec une lame garée sur le bas-côté. Aucun signe du conducteur. Quel kilomètre? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de marqueur. Environ 10 km à l'est du carrefour, juste après un grand virage. Reçu. La radio est devenue silencieuse. J'ai réessayé, mais il n'y a pas eu de réponse. Le signal avait disparu, avalé par la tempête. J'ai continué à conduire. Les lumières de Silly Lake sont apparues devant moi, faibles au début, puis plus brillantes. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir une aire de repos de ma vie. Je me suis garé, dans le même endroit qu'avant, et j'ai coupé le moteur. Mes mains tremblaient. Je suis resté assis là pendant un long moment, fixant le tableau de bord, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, je suis descendu du camion et je suis entré. L'endroit était plus calme maintenant, juste quelques chauffeurs dispersés, la plupart endormis dans leur camion. J'ai acheté une autre tasse de café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant le parking, attendant. Environ 1 heure plus tard, j'ai vu des lumières sur l'autoroute. 2 véhicules se déplaçant lentement. En s'approchant, j'ai reconnu les lumières clignotantes ambrées des camions d'État. Ils se sont garés sur le parking et se sont arrêtés près de l'entrée. 3 hommes en sont descendus, tous portant des gilets orange et des casques. L'un d'eux était Jensen. Je suis sorti et je les ai rencontrés à mi-chemin. Jensen m'a reconnu et a hoché la tête. Vous êtes le chauffeur qui a signalé le camion? Oui. Vous l'avez trouvé? Le visage de Jensen était sombre. Nous avons trouvé le camion. Aucun signe de Rhett. Que voulez-vous dire par aucun signe? Le camion était vide. Les clés étaient toujours sur le contact. La radio était allumée. Aucune trace menant loin. Pas de sang. Rien. Comme s'il avait simplement disparu. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Depuis combien de temps le camion est-il là? L'un des autres hommes a pris la parole. C'est ça le problème. Nous avons vérifié les journaux GPS. Ce camion n'a pas bougé depuis 2 jours, et il ne devrait même pas être sur la route. Que voulez-vous dire? Jensen a jeté un regard à son collègue, puis à moi. Rhett Barlow est en congé médical depuis 3 semaines. Il s'est blessé au dos. Il n'est pas autorisé à conduire. Et le camion que vous avez trouvé, ce camion a été mis hors service il y a 6 mois. Vendu pour pièces. Il n'est même plus dans notre flotte. Je l'ai fixé du regard. C'est impossible. Je l'ai vu. Il était là, sur le bas-côté. Je sais, a dit Jensen doucement. Nous l'avons vu aussi. Le même camion, les mêmes plaques d'immatriculation, mais selon tous nos registres, ce véhicule n'existe pas. Personne n'a parlé pendant un moment. Le vent soufflait à travers le parking, poussant la neige en congère, et quelque part au loin, le klaxon d'un semi-remorque a retenti, long et grave. Jensen s'est raclé la gorge. Écoutez, nous allons rédiger un rapport. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, de détails, appelez-nous. Il m'a tendu une carte avec le numéro du département des routes. Et faites attention. Cette tempête fait ressortir toutes sortes de choses étranges. J'ai pris la carte et j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas dit ce que je pensais. Que le camion n'avait pas été étrange. Il avait été normal, solide, réel. C'était tout le reste qui semblait faux. Les lumières qui m'avaient suivi, la façon dont le véhicule était apparu et avait disparu, la façon dont il avait correspondu à ma vitesse kilomètre après kilomètre, comme s'il était attaché à moi. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis assis près de la fenêtre pour le reste de la nuit. Je n'ai pas dormi.
J'ai simplement regardé le parking, regardé l'autoroute, regardé la neige tomber. Et je n'ai pas arrêté de penser à ce que Jensen avait dit. Le camion avait été mis hors service, vendu pour pièces, il ne devrait pas exister. Mais je l'avais vu. J'avais vu les phares derrière moi, je les avais regardés me suivre à travers la tempête. Et quand j'avais dépassé ce pick-up blanc sur le bas-côté, j'avais vu autre chose aussi. Quelque chose que je n'avais pas mentionné à Jensen. Dans la fraction de seconde où mes phares avaient balayé la cabine, j'avais vu une silhouette à l'intérieur. Une ombre sombre derrière le volant, assise parfaitement immobile, les mains sur le tableau de bord, la tête tournée vers moi, me regardant. À l'aube, la tempête s'est enfin calmée. La neige a cessé de tomber et le vent s'est apaisé, laissant tout enseveli sous une épaisse couverture blanche. J'ai démarré le camion et l'ai laissé chauffer, grattant la glace du pare-brise, vérifiant les sangles une dernière fois. D'autres chauffeurs faisaient de même, se préparant à repartir. La vie reprenant son cours normal. J'ai quitté l'aire de repos et j'ai pris la direction de l'ouest, suivant la Highway 200 vers la frontière de l'Idaho. La route était encore glacée, mais les chasse-neige étaient passées et avaient laissé une voie praticable. J'ai gardé ma vitesse basse et les yeux rivés sur la route, essayant de ne pas penser à la nuit précédente. Mais chaque fois que je vérifiais les rétroviseurs, je m'attendais à moitié à revoir ces lumières jaunes, suspendues dans la distance, me suivant. Elles n'ont jamais réapparu. La route est restée vide derrière moi. Et au moment où j'ai atteint la frontière de l'Idaho, le soleil était levé et le monde semblait normal à nouveau. Juste de la neige, des arbres et un long ruban d'autoroute s'étendant vers l'ouest. J'ai effectué ma livraison, déchargé les fournitures de construction et signé les papiers. Tout ce temps, je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation que quelque chose avait changé, que j'avais franchi une ligne quelque part sur cette autoroute gelée du Montana, et que maintenant j'étais de l'autre côté. J'ai appelé le département des routes 3 fois au cours de la semaine suivante, demandant s'ils avaient trouvé Red Barlow. Chaque fois, ils m'ont dit la même chose. Aucun signe de lui. Les recherches ont été abandonnées. Le dossier est toujours ouvert, mais sans piste. Et chaque fois, j'ai voulu leur demander à propos du camion, comment un véhicule qui ne devrait pas exister avait pu être garé sur le bas-côté, sombre et silencieux, avec quelqu'un à l'intérieur. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je savais déjà ce qu'ils diraient, que j'étais fatigué, qu'il faisait sombre, que les tempêtes jouent des tours à votre esprit. Mais je sais ce que j'ai vu. Et parfois, tard le soir, quand je conduis à travers des campagnes désertes, je vérifie les rétroviseurs un peu plus souvent. Juste pour m'assurer que rien ne me suit, rien qui ne devrait être là, rien qui a disparu depuis des mois, mais qui d'une manière ou d'une autre se souvient encore des routes. 3 semaines se sont écoulées avant que j'aie une autre charge qui me fasse traverser le Montana. Pendant ces 3 semaines, j'ai essayé de ne pas penser à cette nuit sur la Highway 200, aux phares qui m'avaient suivi, aux camions d'État qui n'auraient pas dû exister. J'ai pris des trajets à travers le Wyoming et l'Idaho, jusqu'au Nevada. J'ai même fait un voyage jusqu'au Dakota du Nord, mais j'ai évité le Montana. J'ai dit à mon expéditeur que j'avais besoin d'une pause sur cet itinéraire, que je voulais essayer quelque chose de différent. Il n'a pas posé de questions. Après 23 ans, j'avais gagné le droit de choisir mes charges. Mais finalement, l'argent était trop bon pour le refuser. Une livraison urgente d'équipement médical de Great Falls à Missoula. Tarif premium, sensible au temps, le genre de travail que vous ne refusez pas. Et c'était une ligne droite sur l'I-90 cette fois, pas les routes secondaires. Une autoroute majeure, beaucoup de trafic, bien entretenue. Rien à voir avec la Highway 200. Je me suis dit que tout irait bien. Le temps était meilleur cette fois. Ciel dégagé, température dans les -5 degrés Celsius, route sèche et salée. J'ai quitté Great Falls dans l'après-midi avec beaucoup de lumière devant moi. La charge était légère, juste 3 palettes de fournitures médicales, soigneusement sanglées et sécurisées. Le camion roulait bien, le moteur ronronnant, les pneus adhérents à la chaussée propre. Cela aurait dû être un trajet facile. J'ai fait du bon temps à travers Helena, j'ai à peine rencontré de trafic. Au moment où j'ai atteint la bifurcation pour Garrison, le soleil commençait à se coucher, peignant les montagnes en orange et violet. J'avais oublié à quel point le Montana pouvait être beau quand il n'essayait pas de vous tuer. Les arbres étaient encore lourds de neige, mais cela semblait pittoresque maintenant, comme quelque chose sur une carte postale. L'air était frais et immobile, pas de vent du tout.
Je me suis arrêté pour faire le plein à une aire de repos à l'extérieur de Drummond. C'était l'un de ces grands endroits modernes, brillants et propres, avec un restaurant et des installations de douche. J'ai fait le plein, j'ai pris un sandwich et un café, j'ai utilisé les toilettes. Routine standard. À l'intérieur, il y avait peut-être une douzaine d'autres chauffeurs dispersés. Certains mangeaient, d'autres étaient au téléphone, d'autres fixaient simplement l'espace avec ce regard de 1000 km que vous obtenez après trop d'heures sur la route. Je payais mon café quand j'ai entendu quelqu'un mentionner le nom de Red Barlow. 2 chauffeurs étaient assis à une table près de la fenêtre. Tous 2 des hommes plus âgés, probablement dans la cinquantaine. L'un d'eux lisait quelque chose sur son téléphone, secouant la tête. Il est écrit ici qu'ils ont abandonné les recherches. Cela fait presque un mois maintenant. Aucune trace de lui. L'autre chauffeur a grogné. Il est probablement tombé dans un ravin quelque part. Cela arrive chaque hiver. Les gars sortent dans une tempête, perdent leur repère, se retrouvent au fond d'une falaise. Ils le trouveront au printemps quand la neige fondra, peut-être. Mais c'est bizarre, non? Son camion était juste garé là sur le bas-côté, clé sur le contact, radio allumée, comme s'il était sorti une minute et n'était jamais revenu. C'est le Montana. Bizarre est juste un autre mot pour mardi. Ils ont tous les 2 ri, mais c'était un son mal à l'aise. J'ai payé mon café et je suis retourné au camion sans rien dire. Mais en grimpant dans la cabine, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'ils avaient dit. Aucune trace, presque un mois, et ce camion garé là, vide, comme si quelqu'un avait simplement disparu en plein service. Je suis remonté sur l'I-90 et j'ai continué vers l'ouest. Le soleil était maintenant sous l'horizon, et le ciel passait du violet au noir. Mes phares coupaient à travers l'obscurité grandissante, et la route s'étendait devant moi, droite et vide. J'ai allumé la radio, trouvé une station de rock classique, et j'ai essayé de me détendre. Juste un autre 160 km jusqu'à Missoula. J'y serai vers 21h, peut-être 21h30. Déposer la charge à l'entrepôt, prendre une chambre de motel, dormir dans un vrai lit pour une fois. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose m'observait. C'est difficile à expliquer. Il n'y avait rien de mal, rien de déplacé. Le camion roulait bien, la route était dégagée, le trafic était normal, mais je continuais à vérifier les rétroviseurs, à jeter des regards à la radio CB, à attendre que quelque chose se produise. C'était comme cette sensation que vous avez quand vous entrez dans votre maison et que vous sentez que quelqu'un est passé, même si rien n'a été déplacé ou pris. Juste une connaissance instinctive que quelque chose ne va pas. J'ai essayé la radio CB juste pour rompre le silence. En direction de l'ouest sur l'I-90 près de Drummond. Quelqu'un est là. Une voix a grésillé en réponse immédiatement. En direction de l'est à environ 16 km devant vous. Comment est la route? Dégagée et sèche. Bonne conduite. Reçu. Restez en sécurité là-bas. L'échange m'a aidé. Des voix réelles, des personnes réelles. Je n'étais pas seul. J'ai gardé la radio CB allumée et j'ai écouté les conversations. Des chauffeurs parlant de la météo, du trafic, des endroits où manger, des conversations normales. Cela aurait dû être réconfortant, mais d'une manière ou d'une autre, cela rendait le silence entre les transmissions plus lourd. À environ 30 km à l'est de Missoula, l'autoroute traversait une vallée étroite avec des collines abruptes des 2 côtés. Les arbres pressaient la route, et l'obscurité entre eux était absolue. Pas de maison, pas de lumière, juste la forêt. J'ai rétrogradé et j'ai gardé ma vitesse stable, laissant le camion trouver son rythme. C'est alors que j'ai vu le panneau. C'était l'un de ces marqueurs historiques que l'État installe, marron avec des lettres blanches. Il se tenait sur le bas-côté, éclairé par mes phares alors que je passais. Je n'ai eu qu'un aperçu, mais les mots sont restés dans ma tête. Retes Crossing, nommé d'après Red Barlow, un pionnier qui a établi un service de bac ici en 1883. J'ai senti mon estomac se nouer. Red Barlow, le même nom. Cela devait être une coïncidence. Cela devait l'être. Barlow n'était pas un nom rare dans le Montana. Probablement des dizaines de familles avec ce nom de famille dispersées dans l'État. Mais le timing, voir ce panneau maintenant, après avoir entendu parler du travailleur des routes disparu, après ce que j'avais vécu 3 semaines plus tôt, cela semblait plus qu'une coïncidence. J'ai essayé de le chasser de mon esprit. Je me suis concentré sur la route, sur les lignes jaunes, sur le rythme des pneus,
mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Red Barlow, 1883. Red Barlow disparu en 2024. Le même tronçon d'autoroute, les mêmes montagnes, le même froid. Séparés par plus d'un siècle, mais d'une manière ou d'une autre connectés. La radio CB a grésillé. Quelqu'un près de Tura? J'ai appuyé sur le micro. Ici en direction de l'ouest à environ 24 km. Qu'est-ce qui se passe? Je vérifie. J'ai cru voir quelque chose de bizarre sur le bas-côté là-bas. Probablement rien. Quel genre de bizarre? Il y a eu une pause. Puis la voix est revenue, plus calme cette fois. Ça ressemblait à un camion. Un pick-up blanc avec une lame à l'avant. Mais quand j'ai ralenti pour vérifier, il avait disparu. Ce devait être des ombres ou quelque chose comme ça. J'ai senti mes mains se serrer sur le volant. Quel kilomètre? Autour du 102, je pense. Juste après la sortie de Tura. Merci pour l'avertissement. Oui, restez en sécurité. J'ai vérifié les marqueurs kilométriques en conduisant. 98, 99, 100. Mon cœur battait maintenant, ma bouche était sèche. Je me suis dit que j'étais ridicule. Juste parce que quelqu'un avait vu un camion blanc ne signifiait pas que c'était le même. Cela ne signifiait rien du tout. Mais je ne pouvais m'empêcher de regarder le bas-côté en approchant du kilomètre 102, scrutant l'obscurité à la recherche de toute trace de peinture ou de métal réfléchissant. Il n'y avait rien là, juste de la neige, des arbres et de l'asphalte vide. J'ai expiré lentement et j'ai desserré ma prise sur le volant. Je ne vois rien. Juste des chauffeurs qui voient des choses dans le noir. Des cerveaux qui remplissent des motifs là où il n'y en a pas. Je laissais mon imagination s'emballer, transformant des événements normaux en quelque chose de sinistre. Mais alors j'ai vu les phares. Ils sont apparus dans mon rétroviseur, peut-être à 800 mètres. Deux faisceaux jaunes montés haut, coupant à travers l'obscurité. Comme avant, je les ai observés pendant 1 minute, attendant de voir ce qu'ils feraient. Ils ne se sont pas rapprochés. Ils ne se sont pas éloignés. Ils sont simplement restés là, gardant la même allure. J'ai essayé la radio CB. Véhicule derrière moi sur l'I-90 ouest près de Tura. Vous essayez de me doubler? Aucune réponse. J'ai réessayé. Pick-up blanc derrière moi. Vous devez me doubler. Des parasites. Mes mains tremblaient maintenant. J'ai vérifié le compteur de vitesse. 105 km/h. Je l'ai réduit à 95, puis à 90. Dans le rétroviseur, la lumière a ralenti aussi, maintenant cette même distance fixe. J'ai accéléré à 110. Les lumières m'ont suivi. Cela se reproduisait. 3 semaines plus tard, une route différente, des conditions différentes, mais le même véhicule, la même présence me suivant. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 911. Il a sonné 2 fois avant qu'un opérateur ne réponde. 911, quelle est votre urgence? Je suis un chauffeur de camion sur l'I-90 en direction de l'ouest près du kilomètre 102. Il y a un véhicule qui me suit et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ils ne répondent pas sur la radio CB. Pouvez-vous décrire le véhicule? Un pick-up blanc avec des phares montés haut. Cela ressemble à un camion du département des routes avec une lame. Il y a eu une pause. Monsieur, êtes-vous en danger? Le véhicule vous menace-t-il? Non, c'est juste qu'ils me suivent. Ils gardent la même distance peu importe ce que je fais. D'accord, je vais faire vérifier par un patrouilleur d'État. Pouvez-vous vous garer quelque part en sécurité? Il y a une aire de repos dans quelques kilomètres. Je peux m'y arrêter. Faites cela. Restez dans votre véhicule avec les portes verrouillées. Un officier sera là sous peu. J'ai gardé le téléphone en haut-parleur et l'ai posé dans le porte-gobelet. Le panneau de l'aire de repos est apparu dans mes phares. Aire de repos de Silverwood, 3 km. J'ai clignoté même s'il n'y avait personne pour le voir, juste par habitude, et j'ai commencé à m'engager sur la bretelle de sortie. Dans le rétroviseur, les phares se sont éteints. Pas comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur, comme s'ils n'avaient jamais été là. Une seconde, ils étaient là, solides et réels, et la seconde suivante, ils avaient disparu. J'ai vérifié les 3 rétroviseurs, j'ai tordu le cou pour regarder derrière moi. Rien. Juste l'autoroute vide dans l'obscurité.
La voix de l'opérateur est venue du téléphone. Monsieur, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Le véhicule a disparu. Juste disparu. Éteint ses lumières ou s'est garé ou quelque chose comme ça. Je ne les vois plus. Voulez-vous toujours qu'un officier vous rencontre? J'y ai pensé. Que leur dirais-je? Qu'un camion me suivait et avait disparu? Qu'il me semblait que ce pouvait être le même camion qui avait été mis hors service 6 mois plus tôt? Il me prendrait pour un fou. En fait, je commençais à me demander si je n'étais pas fou. Non, je pense que ça va. Ce devait être quelqu'un qui me faisait une blague. Si vous êtes sûr, vous pouvez rappeler si la situation change. Merci. J'ai raccroché et je suis resté assis là sur le bas-côté pendant un moment, moteur au ralenti, feu de détresse clignotant. L'aire de repos était juste devant. Un petit parking pavé avec des toilettes et quelques tables de pique-nique ensevelies sous la neige. Elle semblait vide. Je pouvais m'y garer, faire une pause, essayer de me calmer, ou je pouvais continuer à conduire, traverser jusqu'à Missoula, livrer la charge et quitter le Montana. J'ai choisi la deuxième option. De retour sur l'autoroute, j'ai gardé ma vitesse à 110 km/h et les yeux sur la route. Toutes les quelques secondes, je vérifiais les rétroviseurs, mais il n'y avait rien là. Juste ma propre remorque. Juste la dispersion normale des feux arrière des autres véhicules à des kilomètres devant. Plus je m'approchais de Missoula, plus je voyais de trafic. Des voitures, des camions, des gens normaux vaquant à leurs occupations normales. Cela m'a aidé à me sentir moins isolé. J'ai livré la charge à 21h45. Je me suis garé dans le quai de chargement, j'ai regardé les employés de l'entrepôt désangler les palettes et les faire rouler à l'intérieur. Procédure standard. Ils m'ont fait signer des papiers, m'ont demandé si j'avais besoin de carburant ou d'indications. J'ai dit non, que j'allais bien, et je me suis tiré de là aussi vite que possible. Il y avait un motel près de l'entrepôt, l'un de ces établissements bon marché avec une enseigne au néon clignotante et un parking rempli de véhicules usés par la route. Je me suis enregistré, j'ai payé en espèces, et j'ai garé le camion où je pouvais le voir depuis la fenêtre de ma chambre. La chambre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, 2 lits avec des couvertures fines, une télévision fixée au mur, une salle de bain qui sentait l'eau de Javel, mais c'était chaud et il y avait une serrure sur la porte, et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'aurais dû dormir 12 heures. J'aurais dû m'écrouler et ne pas me réveiller avant midi. Mais j'étais réveillé à 5 heures du matin, allongé dans le noir à fixer le plafond. Mon corps était épuisé, mais mon esprit refusait de s'arrêter. Je continuais à penser à ces phares, à la façon dont ils étaient apparus lorsque la route était à son pire et avait disparu lorsque j'avais atteint la sécurité, à Red Barlow, O2, et à ce que cela signifiait de continuer à faire son travail même après être parti. À l'aube, je me suis habillé et j'ai conduit en direction de la Highway 200. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je cherchais des réponses. Peut-être que j'avais juste besoin de voir la route en plein jour. Avait besoin de me prouver à moi-même que c'était réel, que je n'avais pas tout imaginé. La tempête était passée. Le ciel était clair et brillant, d'un bleu douloureux. Le soleil se réfléchissait sur la neige, rendant tout blanc et aveuglant. J'ai conduit vers l'est, retraçant mon itinéraire de la nuit précédente. Passé au Hando, passé la rivière Blackfoot, passé toutes ces étendues vides où j'avais lutté pour garder le camion sur la route. Tout semblait différent en plein jour. Normal, sûr, juste une autre autoroute du Montana un matin d'hiver. Je me suis garé sur un accès près de Rogers Pass et je suis descendu. Le froid était vif, mais il n'y avait plus de vent maintenant. Je suis allé au bord du bas-côté et j'ai regardé la vallée en contrebas. D'ici, on pouvait voir à des kilomètres. Des montagnes enneigées, des forêts sombres de pins, le mince ruban de l'autoroute coupant à travers tout cela. Et j'ai pensé à tous les chauffeurs qui étaient passés par ici au fil des ans. À toutes les personnes qui avaient traversé des tempêtes, qui s'étaient battues pour effectuer des livraisons, qui avaient pris des risques qu'elles n'auraient pas dû prendre. Combien d'entre eux avaient été suivis par ces phares? Combien avaient été surveillés par quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni expliquer? Je suis resté là pendant un long moment, respirant l'air froid, regardant le soleil monter plus haut. Puis je suis retourné au camion et j'ai conduit vers l'est, laissant le Montana derrière moi une fois de plus. Mais je savais que je reviendrais. La route vous ramène toujours, que vous le vouliez ou non. Et la prochaine fois, si je voyais ces phares dans mon rétroviseur, je n'aurais pas peur. Je continuerais simplement à conduire,
à faire mon travail comme Red Barlow l'avait fait. Comme il le faisait peut-être encore, quelque part dans la tempête, surveillant, suivant, s'assurant que personne ne soit laissé seul dans le froid. Cela fait 8 mois. Depuis, j'ai fait le trajet du Montana une douzaine de fois. Parfois par beau temps, parfois par mauvais temps. J'ai conduit sur la Highway 200 sous le soleil d'été et la pluie d'automne, à travers le brouillard du matin et le crépuscule du soir. Et j'ai vu ces phares 3 fois de plus. Toujours la nuit, toujours par mauvais temps. Toujours gardant cette même distance, jamais plus près, jamais plus loin. Et chaque fois, ils sont restés avec moi jusqu'à ce que j'atteigne la sécurité, jusqu'à ce que la route s'améliore ou que la tempête se calme ou que la civilisation apparaisse. Puis ils se sont estompés, ont disparu, sont passés à autre chose pour trouver quelqu'un d'autre. Je n'en parle pas avec les autres chauffeurs. Je n'en parle pas aux expéditeurs ou aux gestionnaires d'entrepôts ou à qui que ce soit d'autre. À quoi bon? Ils me prendraient pour un fou ou ils essaieraient de trouver des explications rationnelles qui ne feraient que me faire douter de ce que je sais être vrai. Parce que je le sais. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qui est là-bas sur ces routes. Certaines personnes disent que la Highway 200 est hantée. D'autres disent qu'elle est maudite. Ils parlent d'accidents et de disparitions, de voitures trouvées vides et de conducteurs jamais revus. Mais je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Je pense que c'est autre chose. Quelque chose de plus ancien et de plus simple. Je pense que c'est juste quelqu'un qui fait son travail, s'assurant que les voyageurs rentrent chez eux en sécurité, s'assurant que personne ne se perd dans la tempête, le faisant comme il l'a toujours fait, comme il continuera à le faire tant qu'il y aura des routes à parcourir et des gens qui ont besoin d'aide. Red Barlow est mort en 1883, en essayant de sauver des voyageurs bloqués dans un blizzard. Son descendant a disparu en 2024, en vérifiant l'état des conducteurs dans une tempête hivernale. Même nom, même mission, même tronçon solitaire de l'autoroute du Montana. Plus d'un siècle les sépare, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours connectés. Et parfois, tard le soir, quand je conduis à travers des campagnes désertes, quand la neige tombe et que le vent hurle et que je suis le seul véhicule sur la route, je vérifie mes rétroviseurs. Et si je vois ces phares jaunes suspendus là-bas dans l'obscurité, je n'ai plus peur. Je hoche simplement la tête. Juste un petit signe de reconnaissance, d'un professionnel à un autre. Et je continue à conduire, parce que c'est ce que nous faisons. Nous conduisons à travers les tempêtes. Nous effectuons les livraisons. Nous gardons le monde en mouvement, kilomètre après kilomètre, charge après charge, à travers tout ce que la météo nous envoie. Et parfois, quand nous en avons le plus besoin, nous ne sommes pas seuls là-bas. Parfois, quelqu'un veille sur nous. Quelqu'un qui comprend que le travail ne s'arrête jamais vraiment. Pas tant qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Pas tant qu'il y a des routes à parcourir. Le mois dernier, je roulais à nouveau vers l'ouest sur la Highway 200, transportant des meubles à Missoula. C'était fin octobre, la première vraie tempête de la saison. La neige tombait fort, la visibilité était peut-être de 30 mètres. Je progressais péniblement à 65 km/h, essayant simplement de rester sur la route. Ma radio CB a grésillé. Une voix est venue, faible et coupée. Camion en direction de l'ouest près de Lincoln. Faites attention. J'ai attrapé le micro. Ici en direction de l'ouest sur la 200. Je gère. Les routes sont mauvaises, mais praticables. Faites attention. Le col devant est fermé plus tôt. Reçu. Merci pour l'avertissement. Vous êtes là pour vérifier les routes? Des parasites, puis faiblement. Quelqu'un doit le faire. Le signal est mort. J'ai essayé de rappeler, mais il n'y avait rien. Juste le sifflement de l'air vide. Dans mon rétroviseur, j'ai vu les phares exactement là où ils étaient toujours, exactement là où ils avaient été avant. Merci, Rhett, ai-je dit doucement. À personne, à la tempête, à l'obscurité. Je m'en occupe à partir d'ici. Les phares sont restés avec moi pendant encore 30 km. Puis, alors que je franchissais une colline et que je commençais à descendre dans la vallée où Missoula s'étendait comme une flaque de lumière, ils se sont estompés lentement, progressivement, jusqu'à disparaître. J'ai effectué ma livraison, j'ai pris une chambre d'hôtel, j'ai dormi pendant 10 heures. Quand je me suis réveillé, la tempête était passée et le monde semblait propre et neuf, recouvert de neige fraîche. J'ai vérifié les nouvelles en ligne à la recherche de mises à jour sur les conditions routières, sur les accidents ou les incidents.
Il y avait une histoire, juste un petit article enterré en deuxième page de la section locale. La Highway 200 fait une nouvelle victime. Un corps trouvé près de Rogers Pass. Je l'ai lu 3 fois, me sentant froid malgré la chambre d'hôtel chaude. Le corps d'un randonneur masculin a été trouvé hier près de Rogers Pass sur la Highway 200. L'homme, dont l'identité est retenue en attendant la notification de la famille, semble être mort d'exposition pendant la tempête de la nuit dernière. Les responsables de la patrouille d'État déclarent que le randonneur tentait probablement d'atteindre l'autoroute lorsqu'il s'est perdu dans le blizzard. Ils rappellent aux voyageurs que les tempêtes hivernales dans le Montana peuvent être mortelles et exhortent les gens à éviter les déplacements inutiles pendant les intempéries sévères. Je suis resté assis là à fixer l'écran. Un randonneur, quelqu'un qui était sorti dans cette tempête en essayant d'atteindre l'autoroute, en essayant de survivre. Et il était mort peut-être au même moment où j'avais conduit à travers. Peut-être dans la même zone, et j'avais réussi à traverser en sécurité parce que quelque chose me suivait, s'assurant que je reste sur la route, s'assurant que je ne me perde pas. Mais le randonneur était seul. Personne pour veiller sur lui. Aucun phare jaune ne gardait la cadence dans l'obscurité. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assis là pendant un long moment, réfléchissant à la chance et au hasard et s'il y avait une différence entre les deux. Puis j'ai fait mes bagages et je suis retourné dans le Wyoming, où je vis maintenant, où mon camion est garé quand je ne suis pas sur la route. Mais je serai bientôt de retour dans le Montana. Il y a toujours une autre charge, une autre livraison, une autre raison de conduire à travers ce pays vide. Et peut-être que la prochaine fois, si je vois quelqu'un sur le bord de la route, quelqu'un qui semble perdu ou en détresse ou dans le besoin, je m'arrêterai. Je lui proposerai un trajet, je l'emmènerai quelque part au chaud et en sécurité. Peut-être que c'est mon travail maintenant. Peut-être que c'est ce que vous faites quand vous avez été protégé. Quand vous avez été gardé en sécurité par quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, vous le transmettez. Vous aidez quelqu'un d'autre. Vous continuez à faire le travail, kilomètre après kilomètre, jusqu'à ce que la route s'arrête. Ou que vous le fassiez, selon ce qui arrive en premier. La neige commence à tomber à nouveau. Je peux la voir à travers ma fenêtre. Des flocons blancs épais descendant d'un ciel gris. Le bulletin météo annonce qu'une tempête arrive. Une grosse. Les routes seront dangereuses. Les déplacements ne sont pas conseillés. Mon téléphone sonne. C'est mon expéditeur. Je sais déjà ce qu'il va me demander et je connais déjà ma réponse, parce que quelqu'un doit conduire à travers les tempêtes. Quelqu'un doit s'assurer que la charge soit livrée. Quelqu'un doit continuer à avancer, continuer à rouler, garder les roues en mouvement, même quand il fait froid, même quand il fait noir, même quand vous êtes seul là-bas sur des routes vides avec rien d'autre que vos phares et votre foi. Et le fantôme de quelqu'un qui est mort en faisant la même chose que vous faites maintenant. Quelqu'un doit y aller. Et parfois, si vous avez de la chance, vous n'êtes pas vraiment seul. Parfois, quelqu'un est encore là-bas, veille encore, s'assurant que vous rentriez chez vous. Je décroche le téléphone. Oui, je dis. Je prends la charge.